bonjour à tous, merci d'être venus. On se retrouve au cœur du berceau, quelque part entre des becs, les montagnes, les océans, au berceau des Beckos. Alors vous avez vu ce matin le live qu'on a fait pour présenter un peu ces Beckos, ces Beckos, ces Beckos et ces Beckos. Pourquoi? Comment? Parce que. Et donc l'idée c'est d'essayer de rendre un peu simple ce que certains chez vous ont peut-être vu au sein du cadre du conseil scientifique indépendant, où par définition c'est des scientifiques, et c'est vrai que quand on les écoute, ces personnes du CSI, on a du mal à comprendre. Alors même si on met une pause pendant une demi-heure sur certains graphiques, on se dit il est fort celui-là, mais je ne suis pas suffisamment fort pour savoir s'il est vrai ou pas. Ce qui est un peu gênant parce que finalement on les considère, ces gens du CSI, un peu comme ceux qui savent, mais on aimerait bien savoir, un peu comprendre pourquoi que ceux qui savent, on considère que ceux-là savent, pourquoi ceux qui sont dans le même registre ne le disent pas, par exemple, ne sont pas en désaccord, voilà. Et l'idée c'était ça, donc on a un invité de marque aujourd'hui dans ce lieu, dans ce berceau quelque part, sur cette planète, et c'est un mathématicien qui va se présenter tout à l'heure, qui s'appelle Bruno Pavant. C'était pour voir si vous écoutiez. Il s'agit donc de Vincent Pavant, mathématicien, et à qui on va poser quelques questions. Alors, on va poser quelques-unes, et puis vous tous, là, ce nombreux public que vous êtes aujourd'hui, en posera. Il faut que ça soit des questions simples, évidemment, pour avoir une réponse simple, et des questions de base pour lesquelles tout le monde se pose et qu'on n'ose pas forcément poser, et notamment dans le cas du CSI, il n'y a pas encore pour l'instant de grosses interrogations. Non, interaction, pardon. Donc, Vincent, bonjour. Bonjour Philippe. Écoute, merci de ta venue. Merci à toi. Quand même assez, rien n'a été préparé. Absolument. Tu es venu d'une ville de sud, qu'on a dit, on ne donnera pas le nom, parce qu'elle fait en elle-même polémique, notamment en termes de football. Et c'est vrai que quand on regarde ces capsules du CSI, on se dit c'est super bien ce que tu nous dis, mais en fait, on n'ose pas le dire, on n'a rien compris. Et que probablement que ça s'adresse à des mathématiciens, mais nous qui ne le sommes pas. Donc ce que je te propose, c'est déjà d'abord de te présenter. Peut-être nous rappeler ce que c'est que ce CSI, parce qu'il me semblait qu'il y en avait un autre, conseil scientifique. Et puis peut-être revenir sur cette étude, cette fameuse étude qui a fait fermer les restaurants. Ouais. Et pour terminer, une demi-heure à peu près, un quart d'heure grand maximum, pour terminer, revenir un peu sur ce concept, qui est certainement nouveau pour beaucoup d'entre nous, ce concept de droit mou. Et tu nous diras qu'est-ce que c'est que ce droit mou par rapport au droit plus celui qu'on connaît, c'est celui qui est vraiment législatif, etc. Ben voilà, je te laisse la parole et puis peut-être tu peux te présenter dans un premier temps. Merci Philippe, merci pour l'invitation, merci à tous ceux qui sont là, effectivement. Moi je suis Vincent Pavant, je suis mathématicien, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université d'une ville dont on ne prononce pas le nom. Et donc effectivement, depuis que le CSI existe, ce conseil scientifique indépendant, j'interviens comme mathématicien pour essayer de présenter en fait des chiffres épidémiologiques, on va dire essentiellement sur la situation sanitaire en France, un peu ailleurs s'il faut. Et donc, comme tu le disais, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce CSI? Qu'est-ce que c'est que ce CSI? En quoi il se distingue de l'autre conseil scientifique qu'on appelle gouvernemental, un petit peu. Je crois qu'effectivement, on peut comprendre que le conseil scientifique indépendant que si on l'oppose au conseil scientifique gouvernemental et si on comprend que ce conseil scientifique indépendant va pallier aux insuffisances et quelque part, moi je dirais, quelque part à la trahison du conseil scientifique gouvernemental. Alors ce conseil scientifique gouvernemental, en fait, c'est un conseil scientifique qui doit être automatiquement désigné donc par l'exécutif, le président du Sénat, etc., dès que l'état d'urgence sanitaire est déclaré. Dans les textes de loi, on a le droit de déclarer l'état d'urgence sanitaire, mais automatiquement à la déclaration d'état d'urgence sanitaire, il y a, alors non pas ce qui est nommé dans les textes un conseil scientifique, mais un conseil de scientifiques
qui doit être nommé par le président en fait, et qui doit choisir des membres de manière d'ailleurs assez discrétionnaire, sans qu'on sache vraiment pourquoi, comment ces gens-là sont choisis. Et dans les textes, en gros, ce que vous comprenez du Conseil scientifique gouvernemental, celui qui est nommé à la suite de la déclaration d'état d'urgence, c'est que c'est un ensemble de personnes qui doivent donc rendre des comptes périodiques sur l'état de la crise, l'état de la crise sanitaire, et le faire en fait sur la base de connaissances scientifiques. Donc ce conseil scientifique gouvernemental, il a en principe, comme le lui impose le code de santé publique, un certain fonctionnement réglementaire qui doit faire en sorte que, effectivement, il y ait une certaine forme de transparence, de publicité des débats. Donc ce conseil scientifique gouvernemental a obligation de produire des avis réguliers sur l'état de crise, mais également d'offrir la publicité de ces débats sur la manière avec laquelle il est arrivé à rendre les avis qu'il a rendus, de sorte qu'effectivement il y ait quelque part une vérification qui puisse se faire par les pairs. Alors le problème de ce conseil scientifique gouvernemental, c'est qu'au fond, il est tout sauf scientifique. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce qui caractérise la science, c'est pas les titres que vous avez et les prérogatives que ça vous donne en termes administratifs, mais c'est le travail que vous produisez et la manière avec laquelle vous avez produit ce travail. En particulier, tout travail scientifique doit être nécessairement public, doit être ouvert, doit être évidemment critiquable, doit offrir aux gens qui vous lisent la possibilité de vous critiquer, donc il doit être sourcé. Et tout ça doit se faire dans des formes de discussion, si vous voulez, qui sont discutées dans chaque discipline, et pour lesquelles chacun a le droit d'intervenir, d'ailleurs, quel qu'il soit, pour peu effectivement que ces remarques rentrent dans un certain cadre de discussion, peut vous interpeller, vous demander, vous dire qu'il y a des erreurs, et puis donc susciter la discussion, de sorte qu'à la fin d'une discussion évidemment sérieuse, émerge un consensus qu'on va appeler une vérité, vérité qui peut évoluer d'ailleurs dans le temps, on se souvient du passage des lois de Newton aux lois de la relativité générale par exemple, et donc c'est ça en fait la science, c'est quelque chose d'ouvert dans lequel vous allez effectivement informer de vos positions les gens avec qui vous allez vouloir discuter, et c'est ça que ne fait pas le conseil scientifique gouvernemental. Le conseil scientifique gouvernemental, en fait, il faut vraiment le comprendre comme une structure administrative qui est faite pour dire ce qu'est la loi scientifique, de sorte que les autres entités administratives puissent s'y référer. De ce point de vue, l'état d'urgence sanitaire, c'est d'abord un état de loi, d'état d'exception d'ailleurs, où effectivement on va dire que sur la base de la crise sanitaire qui existe, on peut suspendre vos libertés individuelles. Mais pour ça, évidemment, il faut des textes juridiques qui encadrent ça. Et surtout, vous le savez, il y a dans tous les états d'exception, normalement des limites qui disent que ces états d'exception doivent être proportionnés, doivent être limités dans le temps. Et donc il faut dire de manière un petit peu objective, si vous voulez, pour que la justice puisse s'y référer, quand par exemple des citoyens vont pouvoir attaquer effectivement les états d'urgence sanitaire, il faut des référentiels un peu objectifs. Si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que le juge, quand il rend une décision, il ne fait pas donner son avis, le juge ne donne pas son avis. Le juge dit voilà, il y a des groupes de personnes raisonnables, en gros, qui disent ça, ça et ça construit une forme de vérité objective, et moi en tant que juge, je vais me charger d'étudier votre demande dans le cas de cette vérité objective, et si ces gens-là disent que les restrictions de liberté sont proportionnées, c'est que elles sont proportionnées, et que moi en tant que juge, je vais vous interdire d'aller au restaurant, de sortir après 19h, etc. Bon. Donc de ce point de vue, le rôle du conseil scientifique gouvernemental, c'est pas du tout de produire de la science, c'est-à-dire d'avoir un débat ouvert, de présenter ses travaux, de les soumettre à la communauté, à la discussion, de sorte qu'un consensus se dégage pour connaître la vérité sur l'épidémie, parce que ce serait ça en principe ce qu'attendent les citoyens, ce qu'attendent les journalistes, les juges s'il faut, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est vraiment de cette épidémie, qu'est-ce que peut dire la science là-dessus, mais c'est un organe en fait qui est chargé de dire ce qu'est la vérité objective, de sorte que la justice derrière puisse s'y référer pour dire moi je retoque toutes vos demandes, si vous voulez, juridiques, parce que derrière le conseil scientifique a dit que le masque c'était utile, ça protégeait effectivement de la diffusion des infections, que le virus était très dangereux après 21h le soir, surtout dans les restaurants, etc., etc. Donc en fait le conseil scientifique gouvernemental, c'est pas du tout
un conseil scientifique qui va chercher à faire de la science pour comprendre l'épidémie et la diffuser ensuite au niveau des gens de sorte à ce qu'ils comprennent et qu'ils puissent eux-mêmes éventuellement, s'il le faut, adapter leur comportement par rapport au virus. C'est juste en fait pour moi ce que j'appelle un espèce de conseil stalinien rempli de types qui sont plutôt des Lysenko si vous voulez, et qui permet en fait à la justice, à l'exécutif de justifier de manière complètement arbitraire finalement les libertés individuelles qui vous ont prises. Bon. Donc le conseil scientifique de ce point de vue-là, c'est pas du tout ça. C'est justement des gens qui ont une connaissance, qui produisent au moment où on leur demande des informations sur la crise, qui essayent de resituer ces informations dans un cadre scientifique, c'est-à-dire un corpus de connaissances avec des outils, des méthodes qui présentent leurs résultats, qui les ouvrent à la discussion, qui les ouvrent à la confrontation, en fait, de sorte que dans une période où effectivement la science peut aider à s'organiser socialement, eh bien, les gens puissent effectivement être informés de manière loyale, de manière effectivement sincère, de manière sérieuse, de manière contrôlée. Et donc c'est effectivement ce qu'on essaie de faire, ce que j'essaie de faire moi au Conseil scientifique indépendant. Donc, pour moi, le Conseil scientifique indépendant, c'est beaucoup plus des citoyens scientifiques, c'est ça, des citoyens scientifiques, des gens qui comprennent qu'aujourd'hui la science a un rôle à jouer dans l'information qu'elle va donner pour que, en toute conscience, les citoyens puissent ensuite décider de s'organiser politiquement. Donc en fait, le Conseil scientifique indépendant n'a pas mission de dire aux politiques comment il faut s'organiser, il a la mission de produire une information, de garantir que cette information, elle vient bien de travail scientifique, et de dire ensuite aux gens, voilà ce qu'on peut en dire, voilà ce que nous on peut en dire en tant que scientifique, et bien ensuite à vous de vous organiser politiquement. Donc quand je dis à vous, c'est aux citoyens, aux associations, aux corps intermédiaires, à la justice, aux politiques de décider d'après ces informations transparentes et critiquables, contrôlables, offertes à la communauté. Donc c'est vraiment un conseil pour moi qui va diffuser une information ouverte, une information en fait qui doit permettre aux gens de mieux se rendre compte de la situation telle que la science peut la dire. Donc de ce point de vue-là, elle n'a pas pour vocation de dire quelle est la bonne parole. Et donc elle n'a pas vocation à être crue par principe. Donc moi en tant que scientifique, j'ai jamais vocation à être crue par principe, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants. Ils sont toujours un peu surpris, un peu désarçonnés au début, mais ne croyez jamais un enseignant sur parole. C'est pas vrai, vous ne pouvez pas croire un enseignant sur parole. L'enseignant vous dit effectivement ce qu'il sait de la science, ce qu'il en comprend, mais c'est à vous de vous approprier cette connaissance, de la remettre en cause, éventuellement de la critiquer, bien sûr de l'écouter dans un premier temps puisque l'enseignant en sait forcément un petit peu plus, mais il n'a pas vocation à être parole d'évangile, et donc tout ce qu'il doit vous dire doit être justifié, doit être effectivement démontré pour les mathématiques dans le cadre de principes de discussion très clairs, et ce n'est que quand les étudiants ou aujourd'hui les citoyens devant CSI auront eu cette information effectivement extrêmement justifiée, extrêmement transparente, que ils pourront savoir si oui ou non ils adhèrent. Ils ont vocation à être interrogés par les gens qui effectivement écoutent pour améliorer la compréhension qu'ils ont de la situation d'après ce que la science peut leur. Dans les personnes comme des professeurs ou des médecins qui sont éjectés de leur poste, est-ce qu'il y a des mouvements de soutien quand même conséquents ou c'est très aléatoire? Ouais, c'est mes deux questions. Pour répondre à la première question, effectivement les restaurateurs ont été fort heureusement indemnisés par l'État. Je pense que c'est ce qui a permis de faire en sorte qu'ils ne se révoltent pas trop et qu'ils puissent quand même tenir effectivement dans le truc. Alors sur les syndicats de restaurateurs, une des raisons pour lesquelles alors ils avaient dénoncé l'étude Comcor quand elle est sortie quand même, ils avaient dit très, très clairement que l'étude était complètement biaisée, etc. Mais bon, ils ne l'avaient pas fait de manière si vous voulez, argumentée en détail. Une des raisons, c'est qu'il n'y avait pas eu de scientifiques, je pense, pour se pencher très sérieusement, comme j'ai pu le faire sur l'étude, et qu'ils avaient bien senti, ils avaient bien compris que c'était n'importe quoi, mais que peut-être il manquait un petit peu de précision pour pouvoir porter l'affaire en justice. Donc je pense que dans le fait que les syndicats n'ont pas forcément réagi, c'est que premièrement, peut-être qu'ils avaient peur qu'en attaquant pénalement l'État éventuellement ou les auteurs de l'étude,
il y a un retour de bâton sur l'indemnisation des restaurateurs. Et donc je pense qu'ils ont préféré prendre ce qu'on leur donnait, en dénonçant bien sûr quand même les raisons pour lesquelles ça avait été fermé. Mais bon, c'était peut-être risqué pour eux. Et puis dans la profession, il y avait peut-être des gens qui disaient bon, c'est peut-être un combat qui va être long, qui va être difficile, essayons de prendre ce qu'on a, et puis on verra un peu après. Et puis l'autre raison, c'est effectivement l'idée qu'ils n'avaient peut-être pas des moyens techniques d'aller jusqu'en justice pour dénoncer ce truc-là et attaquer, sachant qu'effectivement, c'est des décisions qui sont d'abord en général attaquées au niveau de la justice administrative, qui en termes de justice en dernière instance est représentée par le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est une justice politique puisque c'est l'exécutif qui est président du Conseil d'État. Donc, du coup, je pense qu'il y a eu cette raison-là. Les restaurateurs étaient indemnisés, alors c'était pas satisfaisant, mais bon, voilà, je pense que c'était un peu la raison structurelle. Bon. L'autre question sur le soutien qu'il peut y avoir lorsque des médecins, des enseignants comme moi sont suspendus malgré des textes qui les protègent. Alors non, il n'y a pas de très peu de solidarité. D'abord parce qu'il y a une peur, parce qu'effectivement l'administration a beaucoup de pouvoir, le Conseil de l'ordre chez les médecins a vraiment beaucoup de pouvoir et aujourd'hui le Conseil de l'ordre sévit de manière extrêmement violente. Et effectivement chez les médecins, comme c'est une médecine libérale, c'est vrai que traditionnellement c'est plutôt une logique un peu individuelle. Je pense que recréer des solidarités de défense face effectivement au Conseil de l'ordre, c'est pas forcément quelque chose dont les médecins ont l'habitude. Et donc, même si en off, je suppose qu'il y a des soutiens parfois d'un collègue ou d'un médecin par rapport à l'autre, c'est de manière officielle, il faut se restructurer, donc c'est délicat. Chez les enseignants-chercheurs, en principe, c'est le rôle des syndicats justement d'organiser la défense collective des enseignants face à l'administration. Aujourd'hui, il se trouve que quasiment tous les syndicats collaborent à ce que j'ai appelé la surenchère sanitaire. Donc, depuis le début, moi j'étais syndiqué, je ne suis plus parce que effectivement, je suis très déçu par l'approche sanitariste des syndicats. Ils collaborent aujourd'hui, c'est les syndicats qui font pression quelque part pour que les enseignants-chercheurs, les enseignants du secondaire soient vaccinés en premier. Bon, en fait, donc ils poussent, etc. Ils vont dans la surenchère. À l'époque des masques, c'était, ou à l'époque, donc en mars 2020, c'était dans les comités HACCT, les syndicats disaient à l'employeur, donc l'État, vous n'en faites pas assez. On veut plus de masques, on pleure plus longtemps, on veut encore plus effectivement de sécurité, donc on veut encore moins de contacts. Donc ils ont toujours été dans la surenchère. Et donc après les enseignants ont peur de soutenir parce que en particulier dès le début il y a une telle propagande médiatique, les gens qui refusaient un peu comme moi dès le début les mesures sanitaires, port du masque en septembre, ont été accusés d'un peu tout. Aujourd'hui les gens qui refusent de vacciner vont de plus en plus être considérés comme des propagateurs de maladies qui risquent de tuer l'espèce. Donc si vous voulez, ils sont désignés comme des gens extrêmement dangereux. Moi, ce qu'on m'a dit quand j'ai refusé de porter le masque en fait à l'université, c'est que tu es quelqu'un qui risque de mettre en danger la vie des étudiants, et donc on ne peut pas te soutenir. Donc si vous voulez, il y a une terreur dans la pensée qui est que tous ceux qui s'opposent, puisque les mesures sanitaires, selon leurs propres promoteurs, sont prises pour le soin de chacun et le soin des autres. Si vous vous opposez à ça, c'est que vous n'êtes pas dans cette idée-là, donc vous allez mettre en danger la vie des autres. Et on ne peut pas soutenir quelqu'un qui va mettre en danger la vie des autres. Donc en fait, les gens ont peur symboliquement, ils ont peur parce qu'effectivement l'administration a le pouvoir de vous mettre en conseil de discipline, de vous empêcher d'exercer. Alors moi je suis encore payé, fort heureusement, parce que les enseignants-chercheurs ont des garanties constitutionnelles sur leur indépendance, mais les gens ont peur. Et du coup, il faut savoir aussi que chez les enseignants-chercheurs, c'est un milieu de gens très égocentrique quand même dans l'ensemble. Chaque enseignant-chercheur est forcément meilleur que son voisin qui est un type qui de toute façon ne méritait pas beaucoup d'attention. Donc quand vous êtes un peu, de toute façon, on ne viendra pas vous soutenir. Mais les étudiants? Alors, les étudiants, certains m'ont soutenu, mais sous couvert d'anonymat, d'abord, ils ont peur. Alors, pareil, s'ils s'affichent avec un enseignant qui est... Parce que moi, on m'a accusé très vite d'être complotiste.
Donc c'est l'insulte suprême et l'université fait de la propagande pour que les étudiants aillent voir certains sites, aillent voir certains types d'informations dont j'ai moi-même démontré qu'ils racontaient que des conneries, mais c'est pas grave. Donc vous êtes complotiste, c'est-à-dire que vous n'êtes plus rationnel, que vous n'êtes plus scientifique. Donc, mon Dieu, je ne peux pas m'associer. Si je dis que je soutiens un complotiste, eh bien moi-même je vais être ostracisé. Et puis l'administration va me regarder effectivement d'un œil mauvais, comme ils ont tous les. En particulier, c'est dans ces périodes qui sont, de notre point de vue, d'organisation, des enseignements, des concours. Bon voilà, et puis on peut ou pas intervenir en faveur d'un étudiant. Bon voilà, donc du coup, ils ont tous peur de ne pas être bien vus. Donc après, d'être dans l'œil un peu du cyclone, sachant que ils vont avoir des difficultés, donc ils auront besoin d'aide. Mais l'aide, c'est l'administration qui la dispense quelque part et ils ne veulent absolument pas se mettre en porte-à-faux par rapport à ça. Oui. Oui, alors, une question, commentaire. En exemple de droit mou, on pourrait mettre, je pense, le projet de vaccination des enfants, basé sur aucun élément scientifique tangible. Et puis, alors, une question, précisément, est-ce que cette notion de droit mou, en fait, ça ne rejoint pas la notion d'état profond dont on parle de plus en plus, c'est-à-dire ce pouvoir de l'administration de modeler en fait le paysage politique à sa guise, quoi. Alors pour la première question, pour l'instant sur la vaccination des enfants, il n'y a pas de décret encore, donc il faudra voir à partir de ce moment-là. Ça se projette. Il faudra voir quand il sera écrit effectivement quelle est la valeur réglementaire du texte, etc. Sur la deuxième question, moi je ne connais pas les théories de l'état profond dont vous parlez, mais effectivement ça a l'air d'être ce que vous dites. Et c'est typique justement des dictatures, c'est-à-dire que dans la dictature, qui est basée sur l'état d'exception, la décision administrative remplace en fait la loi. Et donc on va utiliser le fait que ces textes réglementaires administratifs ont toujours existé pour leur donner une norme de plus en plus contraignante en fait, et donc leur donner une valeur sociale de plus en plus contraignante alors qu'à la base elle n'existait pas vraiment. Donc oui, je pense qu'il y a cette idée que l'État, dans l'état d'exception, la décision administrative qui effectivement a un statut juridique pas extraordinairement clair en fait, va remplacer la loi. Et c'est exactement l'idée que, d'ailleurs c'est très bien dit par le Conseil d'État et Foucault en parlait très bien, Agamben en parlait très bien d'après les travaux de Foucault. Dans les états d'exception, c'est la norme qui remplace la loi. Et la norme, c'est une norme sociale qui doit effectivement faire en sorte que votre comportement se modifie. Mais il n'a pas normalement de valeur effectivement légale parce que dans toutes les constitutions en général, ce qui prévaut en termes de loi, c'est en gros la liberté que vous avez d'agir comme vous voulez, évidemment sans empiéter sur les libertés des autres. Mais c'est exactement ça, donc on assiste à une transformation, je pense, des références, effectivement, qui vont devenir les sources de la loi. Et d'ailleurs, dans l'état d'exception en 1933 chez les nazis, la source de la loi, c'est la parole du Führer. C'est-à-dire que c'est plus le texte qui a été créé de manière législative, voté par l'Assemblée, etc. Ça devient effectivement cet État qui va être lui-même la source de la loi et en dehors des formes législatives constitutionnelles usuelles et qui du coup va réglementer pour transformer votre comportement, va réglementer tous les aspects de la vie sociale et biologique en fait. Donc oui, je pense qu'il y a sûrement des liens à faire avec cet état profond dont vous parlez et ce droit mou qui va servir à ça en fait. Je dirais un droit mou qui va durcir la valeur effectivement de ces textes réglementaires qui n'ont comme source que l'État, c'est-à-dire au fond l'exécutif. Oui, Ça, c'est la disjonction vraiment entre la décision administrative et la norme légale. En fait. Alors, une dernière question, et juste pour préciser, c'est que ni Vincent, ni Bruno, ni moi-même n'avons de conflit d'intérêts. C'est une chose qu'on est censé, la loi nous oblige, la norme peut-être plus d'ailleurs, mais la loi nous oblige à déclarer dans toute réunion publique. Aujourd'hui, ce n'est pas une réunion en public, c'est une réunion, on va dire, semi-publique, donc on n'est pas obligé de vous dire qu'on n'a pas de conflit d'intérêt, mais je pense que c'est bien, et c'est bien aussi de le demander, et ça ne se fait pas, à tous les journalistes, tous les chercheurs, tous les médecins, qui s'exposent dans les mainstreams notamment, et qui ne le font jamais. Or, ils pourraient être poursuivis pour toute présentation dans le domaine public, devant la juridiction ordinale. Évidemment, ça ne se fait jamais, mais on ne manquera pas de le faire, nous,
quand l'histoire nous demandera de raconter un peu ce qui s'est passé depuis 1 an et demi. Voilà. Peut-être une dernière question, puis on passera ensuite à Michel Une Lévesque. avant-dernière. En lien avec le droit mou, justement, si ton université avait décidé d'accepter le port pas de masque, donc de non-masque, là ils ont dit obligation du masque, qu'est-ce qui se serait passé justement par rapport aux ordres d'État? Alors, c'est une bonne question. Alors, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas un spécialiste de droit ni de philosophie du droit. Je vous ai quand même eu la définition par le Conseil d'État et j'ai essayé de vous illustrer et je vous engage. En fait, il y a Maître David Guillon, par exemple, qui fait des vidéos publiques sur ce genre de questions. Voilà. Alors, juste pour reprendre votre question, il se trouve qu'effectivement, les universités, c'est quand même des endroits qui sont indépendants. Il y a une autonomie des universités, donc ça c'est quelque chose qui a une longue histoire, qui est consacrée par certains textes. Et mon sentiment, c'est que si un conseil d'administration en lien avec un comité d'hygiène et de sécurité avait décidé que le port du masque n'était pas obligatoire à l'université, en particulier sur la base de l'article L952.2 du Code de l'éducation que je revendique, qui est de dire que les enseignants-chercheurs sont indépendants dans l'exercice de leurs enseignements sous couvert de tolérance et d'objectivité, je ne vois pas comment on aurait pu juridiquement contraindre ces gens-là, surtout que vous savez que la police ne peut pas rentrer dans une université, sauf cas très particulier de flagrance en fait. Et c'est uniquement le président de l'université qui a un pouvoir de police sur l'université. C'est lui qui demande à la police de rentrer. Alors en général, il le fait quand il y a des manifestations étudiantes où il considère qu'à un moment donné ça suffit. Il dit dégagez-moi tout ça. Et du coup, sous couvert effectivement d'ordre et de bon fonctionnement de l'université, parce que ça peut arriver effectivement que certaines manifestations, certaines grèves étudiantes parfois divisent un peu les étudiants qui du coup entraînent des actes violents les uns avec les autres. Et à ce moment-là, du coup, le président de l'université a non seulement le devoir, mais le pouvoir effectivement de faire rentrer de la police. Mais si en gros le président de l'université dit non, avec derrière effectivement des formes effectivement pour le coup réglementaires qui sont celles usuelles de l'université, mon sentiment c'est qu'il n'y aurait pas eu moyen effectivement d'empêcher une telle décision de non-port de masque obligatoire être prise à l'université. Et justement, il y a des textes constitutionnels de 1984 votés, écrits par le Conseil constitutionnel, qui rappellent quand même que l'université c'est un lieu d'indépendance politique et qu'on doit garantir normalement au fonctionnement de l'université cette indépendance politique. Par conséquent, je pense qu'il n'y aurait pas eu moyen de s'opposer à cette décision-là d'un point de vue légal. C'est mon sentiment. Dernière rapide. Concernant la vaccination, est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment de remontées d'informations sur les effets secondaires pour pouvoir en faire une exploitation statistique? Alors merci de poser la question parce qu'il se trouve que j'ai été alerté par Alexandra Orion-Côte sur le rapport qui est sorti il y a une semaine environ, un peu plus, 10 jours, de pharmacovigilance du vaccin Pfizer. Donc je suis allé regarder un peu. Très honnêtement, les chiffres qui sont donnés sont largement insuffisants pour essayer de faire des études. Bon, j'ai essayé de reproduire. J'espère pouvoir présenter ça bientôt au CSI, incessamment sous peu. Quelques calculs de pharmacovigilance, si vous voulez, sur les vaccins, mais les chiffres qu'on nous donne sont inexploitables. C'est-à-dire qu'ils existent, je pense qu'ils existent sincèrement. On a des bases de données qui seraient suffisamment riches pour pouvoir commencer à comprendre, même si, puisque c'est Surya qui l'avait expliqué il y a 15 jours au CSI, la pharmacovigilance est notamment sous-déclarée. Je crois que les chiffres de mémoire que donnait Surya, c'est seulement entre 5 et 10% des effets secondaires, graves ou pas d'ailleurs, sont remontés, donc c'est extrêmement, ça nous interroge sur voilà. Et sur ces chiffres-là, on ne vous les livre pas, c'est-à-dire que seul ici, donc c'est la PHM et l'assistance publique du hôpital de Marseille et l'assistance publique des hôpitaux de Bordeaux en fait ont la main sur la surveillance pharmacologique en fait du vaccin Pfizer. Et dans le rapport qu'ils ont donné, qui fait quelques pages, où vous n'avez même pas de lien pour aller chercher les données numériques, vous ne pouvez pas faire beaucoup de calculs. Donc moi j'ai fait deux calculs très simples sur les facteurs de gravité. Donc est-ce que les effets secondaires sont graves ou pas et quels sont les facteurs de risque associés donc à cette gravité.
les femmes ont 1,5 fois plus de chances d'avoir un cas grave que les hommes en termes d'effets indésirables. Si vous avez un effet indésirable, eh bien, les femmes sont plus exposées, et largement plus exposées que les hommes sur cette question. Et également, les personnes donc de plus de 85 ans ont, en termes d'effets indésirables, 2,4 fois plus de chances que la moyenne d'être affectées par un effet grave. Et donc, si vous voulez, bon, il y a très peu de calculs qu'on peut faire parce qu'on nous donne très peu de données. Néanmoins, je pense que si on avait accès à l'ensemble de la base de données donc, de pharmacovigilance, on pourra peut-être commencer à faire justement des corrélations, des facteurs de risque et à comprendre un peu plus finement quels sont les types d'effets secondaires, les types d'organes touchés, par classe d'âge, par genre. Par peut-être comorbidité ou antécédents associés, ce genre de choses. Par exemple, sur le fichier de pharmacovigilance qui est remonté, vous n'avez pas la mortalité par classe d'âge. C'est-à-dire que sur les gens qui sont morts du vaccin, donc il y a dans le dernier document qui est remonté, il y aurait donc au 15 mai, il y aurait 580 personnes qui seraient mortes du suite du vaccin, mais vous ne savez pas quels âges ils ont. Donc si vous voulez, bon, ça existe, puisque la base de données globale de pharmacovigilance contient évidemment ces informations-là, mais par contre, les personnes qui étudient ça, vous ne les donnent pas. Donc ma réponse est, je pense que oui, on aurait aujourd'hui, surtout que, comme vous avez peut-être lu dans la presse régionale, il y a de plus en plus d'effets secondaires qui remontent effectivement dans les agences de santé. Il y a à Toulouse, également... je crois du côté de Limoges, en fait, il y a des données de pharmacovigilance qui vont exploser suite au vaccin. Donc je pense qu'on a vraiment beaucoup de données, mais on nous refuse leur exploitation. Donc là, il y a quelque chose moi, qui me met mal à l'aise, parce que moi, en tant que mathématicien, avec l'aide de statisticiens, d'informaticiens, de médecins, je pense qu'on serait en mesure de produire rapidement des informations sur quel type de maladie, quel type de personnes, classe d'âge, genre, mais quels sont les cas graves, est-ce que ça touche les jeunes en particulier? Bon, ce qui est ressorti en Israël, puisque vous savez qu'Israël a massivement vacciné, c'est que il y aurait des liens entre des myocardites et le vaccin. Donc bon, est-ce qu'on peut voir ça dans les données en France par exemple? Parce que chez les jeunes, il y a des liens entre les vaccins et les myocardites, qui seraient plutôt des thromboses chez les personnes plus âgées, ce genre de choses. Oui, les données de pharmacovigilance doivent déjà permettre d'y répondre, mais par contre, non, on n'a pas accès aux données. J'ai l'impression que la grosse crainte, c'est qu'après un certain temps de vaccination, enfin un certain nombre de gens vaccinés, il apparaisse que la probabilité de mortalité est supérieure chez les vaccinés que chez les non vaccinés. Alors pour l'instant, pour être en termes de doses d'injection, il y a eu 13 millions de premières injections, 7 millions de secondes injections, on parle de 580 morts, donc si on s'en tient à ces chiffres-là, la mortalité par vaccination est largement inférieure au Covid. Mais le problème de ça, c'est que manifestement, on n'est pas sûr que tous les décès qui suivent la vaccination soient déclarés dans la pharmacovigilance comme telle. Donc de toute façon, on sait qu'il y a un problème, puisque la pharmacovigilance remonte soit par les vaccinés eux-mêmes, soit par les professionnels de santé qui suivent ces vaccinés. Et bon, c'est vrai que quand vous mourrez, qui va déclarer que donc le patient lui-même ne va pas déclarer qu'il est mort, évidemment. Est-ce que une personne proche peut avoir légalement la possibilité de déclarer ça? Est-ce qu'il faut qu'elle s'adresse au médecin? Comment le médecin, lui, va retranscrire ou pas cette information? Et donc là, on se rend bien compte qu'en pharmacovigilance, un des gros problèmes, c'est que les données sont administratives avant d'être scientifiques. Et donc, comment on décide qu'on va mettre dans la cohorte des effets secondaires du vaccin, tel et tel, effectivement, type d'effets secondaires incluant la mort? Donc là, il y a déjà pas mal de choses. Donc, la seule manière, si vous voulez, de vraiment bien voir si ou pas les vaccins vont avoir des conséquences sur la mortalité des personnes plus jeunes, par exemple, ça va être de faire les taux de mortalité toutes causes confondues. Et si vous observez après le vaccin, effectivement chez des classes jeunes en particulier, parce que chez les jeunes, il y a très peu de gens qui meurent. Donc s'il y a effectivement une augmentation des morts par vaccin, ça va se voir assez vite. Et donc les jeunes, hélas, mais bon, ça vient de compris, hein, d'un point de vue statistique, c'est eux qui vont
effectivement servi notre maille en se disant que s'il y a plus de morts comme ça chez les jeunes, vous savez, chez les jeunes, dès qu'il y a 10, 15, 20, 30 accidents de la route en moins sur une année, statistiquement, ça commence à se voir. Chez les jeunes de moins de 20 ans, le nombre de morts, en général, fort heureusement, est assez faible. Donc s'il y a 10, 15, 20 personnes, 30, 40 personnes qui meurent à cause des vaccins, parce qu'on va en vacciner des millions, et bien là, pour le coup, donc c'est vrai que si vous prenez 580 morts sur 13 millions d'injections, que vous reproduisez ça chez les jeunes, pardon, statistiquement, ça va se voir. Donc oui, donc là ce serait déjà très urgent aujourd'hui de voir dans les 580 s'il n'y a pas une surreprésentation des jeunes par rapport aux autres vaccins par exemple, ou par rapport aux mortalités du Covid, pour dire attention, c'est pas sûr que la balance bénéfice-risque soit tout à fait. Donc de toute façon il faudra attendre. Pour l'instant 580 morts sur 13 millions c'est absolument pas inquiétant, il faut le dire, mais par contre on n'est pas sûr que ce soit très représentatif, forcément représentatif de la réalité. Donc, toute la question est là. Bon, on va peut-être clôturer. Merci Vincent. Pardon, j'y suis arrivé. Merci à ceux qui étaient en direct avec nous. Je vous propose de nous retrouver dès que Michel Rivasi va arriver, c'est j'espère dans un quart d'heure, 20 minutes. Quelqu'un nous a promis d'être là. Donc connectez-vous sur Kolkov-819, qui est le compte Instagram. Et n'hésitez pas à retrouver tous nos lives du CSI et ce qu'on fait sur le site, notre nouvelle chaîne, parce que la chaîne YouTube a été censurée. La chaîne sur Odyssée. Kolkov Med 974, collectif Covid Médecin 974, et ça c'est notre chaîne Odyssée. Et voilà, merci encore, merci aux personnes présentes, toujours aussi nombreuses et jamais toujours dans le questionnement, et j'espère qu'on aura répondu à vos questions. Évidemment, elles sont infinies. Merci, et puis à tout de suite donc, pour retrouver Michel Rivasi dans quelques minutes. Au revoir.